Parce que relire, c'est cela, le livre n'a pas changé, c'est vous qui avez changé. Et, quand vous y revenez avec d'autres yeux, et ces yeux-là découvrent d'autres leçons. Je ne sais pas à quel moment cela nous arrive, mais cela arrive. La vie resserre certains enthousiasmés, en même temps, elle élargit certaines questions. Vous reconnaissez encore les choses que vous aimiez, mais vous ne leur faites plus confiance de la même manière. Vous avez encore des valeurs, mais vous ne croyez plus qu'elles suffisent à expliquer ce que vous avez fait, ce que vous avez perdu, ce que vous avez désiré, ce que vous avez toléré. À un moment donné, le mot « morale » sonne moins comme un guide et davantage comme une excuse. Et, quand la morale devient une excuse pour nous, ou pour les autres, quelque chose en nous se durcit. On commence à se méfier du bien quand il se présente trop pur, et du mal quand il se présente trop facile. C'est à ce point-là, pas avant, que, au-delà du bien et du mal, cesse d'être un livre de philosophie et devient une expérience. Parce que ce livre ne cherche pas seulement à vous convaincre d'une thèse, il veut vous placer dans une position inconfortable face à vous-même. Nietzsche ne nous demande pas notre adhésion, il nous demande une certaine bravoure de lecture. Une bravoure qui ne se confond pas avec la fanfaronnade. Le courage d'admettre que, très souvent, le langage du bien a servi à cacher des volontés, et que, très souvent, le langage du mal a servi à justifier des lâchetés. Je relis ce livre et je remarque quelque chose de gênant, il n'offre pas le confort d'une meilleure version de vous. Il offre de la lucidité et la lucidité est une forme de perte. Vous perdez les certitudes faciles. Vous perdez l'innocence morale. Et, en échange, vous gagnez un miroir plus cruel, plus honnête, plus adulte. Et la question qui commence à guider cette lecture est simple, mais elle n'est pas confortable. Combien de vos convictions sont vraiment des convictions et combien ne sont que des habitudes, des peurs, un besoin d'appartenance, des ressentiments bien habillés? Quand vous lisez, au-delà du bien et du mal, avec une vie déjà vécue, avec des choix irréversibles, avec des chutes, avec de la honte et un peu de fatigue, vous comprenez que le livre s'adresse à une région de nous qu'on touche rarement avec délicatesse, la région où la morale et la vanité se mélangent, la région où la rectitude peut être une forme de vengeance. Et c'est là que la relecture devient inévitable. Parce que le livre n'a pas changé, c'est vous qui avez changé. Et des yeux changés voient ce qui, auparavant, était invisible. Nietzsche écrit, au-delà du bien et du mal, à une fin de siècle qui semblait déjà fatiguée d'elle-même. On y sent l'épuisement des grandes promesses, l'usure de la confiance dans le progrès moral, un scepticisme croissant à l'égard des autorités spirituelles et intellectuelles. Il vient après, ainsi parlait Zarathustra, et ce livre de 1886, en particulier, fait un geste curieux, ce n'est pas un système fermé, c'est une série d'assauts, aphorismes, attaques, déplacements, comme si la forme elle-même refusait le catéchisme. Ici, Nietzsche ne se comporte pas comme un professeur qui organise un sujet en chapitres et sous-chapitres pour que l'élève comprenne. Il se comporte comme un écrivain qui veut provoquer une crise. Et, s'il y a une chose qu'il méprise, c'est la lecture scolaire qui réduit une œuvre à un message principal. Il écrit comme quelqu'un qui sait que l'essentiel n'entre pas dans une formule sans s'appauvrir. Le problème humain central du livre est brutal, et c'est pour cela qu'il est adulte, la morale peut être un langage qui recouvre des forces. Et quand je dis « force », je n'emploie pas une jolie métaphore. Je parle d'impulsion réelle, désir de dominer, désir d'appartenir, désir de punir, désir d'être reconnu, peur d'être abandonné, peur d'être inférieur, rancœur accumulée, besoin de justifier sa propre souffrance. Nietzsche veut montrer que la morale ne naît pas dans le vide, elle naît dans des corps, dans des histoires, dans des rapports de pouvoir, dans des psychologies blessées. Et cela touche directement l'expérience adulte. Parce que, quand on est jeune, on a tendance à croire que les valeurs sont des idées qu'on choisit. Quand on mûrit, on commence à percevoir que beaucoup d'idées sont choisies pour nous ou choisies en nous. Pour l'adulte, la morale a ce double visage, elle peut être une orientation, mais elle peut aussi être un masque. Et l'adulte connaît les masques. L'adulte a déjà vu des gens qui font le bien pour humilier. Il a déjà vu des gens qui défendent des principes pour ne pas affronter leurs propres peurs. Il a déjà vu des gens qui se disent « bon » parce qu'ils ne supporteraient pas d'admettre leur propre agressivité. Et, à un moment, l'adulte découvre quelque chose d'horrible, lui-même a peut-être fait cela. Nietzsche, alors, parle à ce lecteur-là. Ce n'est pas un auteur motivationnel.
Il ne veut pas que vous vous sentiez bien. Il veut que vous deveniez plus difficile à tromper, y compris par vous-même. Et si Harold Bloom insiste sur le fait que la lecture profonde n'est pas faite pour croire, ni pour contredire, mais pour apprendre à partager cette nature qui écrit et qui lit, Nietzsche est l'un des écrivains qui exige le plus cela, que vous lisiez avec tout ce que vous êtes, et non avec une idéologie prête à l'emploi. Mais comment lire, au-delà du bien et du mal, de manière interprétative et profonde, sans tomber dans la caricature, sans transformer Nietzsche en coach de la force, ou en cynique de l'égoïsme, ou en libertaire du tout permis? Pour moi, l'issue consiste à lire Nietzsche comme on lit un grand dramaturge de la pensée, non pas comme un propriétaire de thèse, mais comme un créateur de figures intérieures. Je me permets ici, très bloomiennement, de traiter les types de Nietzsche comme des personnages. Bloom nous rappelle, chez Shakespeare, que certaines œuvres inventent des modes de conscience, des personnalités qui nous apprennent à nous écouter. Nietzsche n'invente pas Falstaff ou Hamlet, mais il invente des figures tout aussi dérangeantes, l'esprit libre, le philosophe de l'avenir, l'érudit ascétique, le moraliste du ressentiment, le bon citoyen, du troupeau, le dévot qui aime la soumission, l'artiste qui transfigure, le psychologue qui flaire les motifs cachés. Ces figures ne sont pas seulement dehors. Elles bougent en nous. Et c'est pour cela que la lecture forme, parce que vous commencez à reconnaître, avec un certain malaise, quand l'une de ces forces prend le volant de votre vie. Je commence par le geste le plus central du livre, la critique du dogmatisme. Nietzsche se méfie de la philosophie qui se présente comme un tribunal ultime. Il soupçonne que beaucoup de philosophies sont, au fond, des autobiographies déguisées. Le philosophe décrit le monde comme il voudrait que le monde soit, afin de justifier son tempérament. La quête de la vérité peut dissimuler un besoin de contrôle. Une métaphysique peut être, secrètement, un désir de stabilité émotionnelle. Ici, l'idée de perspectivisme apparaît non pas comme un relativisme facile, tout n'est qu'opinion, mais comme une psychologie de la croyance. Nietzsche demande, qui a besoin de cette vérité? Quel type de personne se sent sauvé par elle? Quelle angoisse amortit-elle? Dans la vie quotidienne, c'est plus dangereux qu'il n'y paraît. Parce que la vie adulte est remplie de petites métaphysiques privées. Vous inventez des explications pour ne pas regarder le hasard en face. Vous fabriquez des récits moraux pour ne pas regarder votre propre part dans un échec. Vous appelez principe ce qui est parfois peur. Vous appelez prudence ce qui est parfois lâcheté. Vous appelez maturité ce qui est parfois renoncement. Et Nietzsche, sans pitié, demande, qu'appelez-vous vertu, alors qu'il ne s'agit, en réalité, que d'incapacité? Ce n'est pas une accusation universelle. C'est un soupçon. Et le soupçon est un outil de lucidité. Albert Camus, lorsqu'il parle de la lucidité devant l'absurde, ne parle pas d'un pessimisme théâtral, il parle de regarder sans les voiles qui nous protègent, et malgré tout de soutenir la vie. Nietzsche, ici, est un allié étrange, il enlève le voile moral et dit, maintenant, regardez. Non pas pour vous désespérer, mais pour vous rendre moins dépendant de l'auto-illusion. Mais il y a un risque, celui de transformer ce soupçon en cynisme. Et Nietzsche n'est pas un cynique simple. Il critique la morale, mais pas pour libérer l'homme à n'importe quoi. Il critique la morale parce qu'il veut voir ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, très souvent, c'est la vieille lutte des forces. Northrop Frye aide à comprendre la forme du livre, au-delà du bien et du mal, à quelque chose de ce que Frye appellerait une anatomie satirique, une écriture qui dissèque des idées, des mœurs, des valeurs, en exposant le ridicule, l'auto-duperie, le théâtral. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un drame, mais il y a une énergie littéraire, il démasque avec une ironie qui n'est pas seulement de l'humour, c'est une méthode. Comme si Nietzsche écrivait au bistouri. Et, comme toute dissection, cela gêne parce qu'on retire le visage de quelque chose que nous avions l'habitude d'aimer. À présent, si le livre dissèque, il propose aussi, il parle des philosophes de l'avenir. C'est une figure. Ce n'est pas une personne historique. C'est un type psychologique, quelqu'un qui supporte de penser sans avoir, immédiatement, besoin d'une approbation morale. Quelqu'un qui ne confond pas le bien avec elle, agréable, ni le mal avec le désagréable. Quelqu'un qui n'a pas besoin, à chaque pensée, de s'assurer qu'il est du bon côté.
Cette figure est presque insupportable pour la vie sociale ordinaire. Parce que la vie sociale ordinaire est structurée par des signes d'appartenance. Vous dites certaines choses pour être reconnu comme « bon ». Vous répétez certaines positions pour ne pas être confondu avec « mauvais ». Vous apprenez le code. Et le code fonctionne comme un abri, il vous protège de la solitude morale. Nietzsche, pourtant, nous pousse vers une autre solitude et cela, c'est très adulte, la solitude de ne plus pouvoir se protéger avec des formules. La solitude d'avoir à répondre de soi-même, sans le confort des slogans. C'est ici qu'Erich Fromm devient un contrepoint utile. Fromm décrit à quel point la liberté peut être effrayante, et comment beaucoup préfèrent la fuir, préférer des soumissions, des identités prêtes, des appartenances automatiques. En termes frommiens, Nietzsche dénonce une morale qui, bien souvent, fonctionne comme une fuite devant la liberté, une morale qui donne un sentiment de supériorité et, en même temps, dispense de responsabilité. Parce qu'il est facile d'être « bon » quand le bien consiste seulement à suivre le manuel. Le difficile, c'est d'être responsable quand vous découvrez que le manuel peut faire partie du problème. Ici, Nietzsche est implacable envers ce qu'il appelle la « morale de troupeau ». Et il est important de ne pas lire cela comme un simple élitisme social. C'est un diagnostic psychologique, le troupeau, c'est la volonté de ne pas se différencier. C'est la peur d'être singulier. C'est le besoin de consensus comme anesthésiant. C'est la haine de l'exceptionnel, non pas parce que l'exceptionnel serait injuste, mais parce qu'il révèle notre propre médiocrité, et cela fait mal. Dans notre quotidien contemporain, la morale de troupeau porte de nouveaux habits. Elle peut apparaître comme une indignation automatique, comme un répertoire de phrases toutes faites, comme la fidélité à une tribu idéologique, comme le plaisir de punir l'autre en public, comme la nécessité d'être du bon côté, pour ne pas affronter ses propres contradictions. Et ici, il faut un silence interprétatif, Nietzsche ne dit pas « n'ayez pas de morale ». Il dit « regardez la morale comme un symptôme ». Demandez « à qui sert-elle, en moi ?» L'une des parties les plus dérangeantes du livre est la discussion sur l'origine des valeurs. Nietzsche suggère que le « bien » et le « mal » ne sont pas seulement des catégories abstraites, ils sont le résultat d'histoires de force et de faiblesse, de domination et de ressentiment, d'affirmation et de vengeance. Le ressentiment, ici, est une force. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une structure de l'âme. C'est le moment où quelqu'un transforme l'impuissance en supériorité morale. Je ne peux pas, donc je condamne. Je n'ose pas, donc je diabolise. Je n'ai pas, donc je décrète que ne pas avoir est une vertu. Et cela touche quelque chose de très intime dans la vie adulte. Combien de fois avez-vous transformé vos limites en vertu, pour ne pas sentir la honte? Combien de fois avez-vous appelé « discipline » ce qui n'était que peur du désir? Combien de fois avez-vous appelé « sérieux » ce qui n'était qu'incapacité à jouer? Combien de fois avez-vous appelé « humilité » ce qui n'était qu'un refus de vous exposer? Nietzsche ne veut pas que vous deveniez cruel envers vous-même. Il veut que vous cessiez de vous mentir avec élégance. Et c'est une différence. À présent, peut-être que le noyau le plus délicat et le plus souvent mal compris est la notion de volonté de puissance. Beaucoup la lisent comme une doctrine de domination sociale, vouloir commander. Mais, dans le livre, la volonté de puissance est plus large, plus ambivalente, c'est la dynamique par laquelle la vie s'étend, interprète, hiérarchise, réorganise. C'est un élan d'intensification. Psychologiquement, c'est le désir d'affirmer une forme. Et cela peut prendre des formes nobles ou basses. Cela peut être création, et cela peut être tyrannie. Cela peut être discipline, et cela peut être ressentiment. La vie adulte est pleine de volonté de puissance déguisée. Il y a des gens qui exercent le pouvoir par la fragilité. Il y a des gens qui dominent par la culpabilité. Il y a des gens qui se sacrifient pour, ensuite, réclamer la dette. Il y a des gens qui pardonnent pour humilier. Il y a des gens qui se présentent comme victimes pour contrôler l'atmosphère. Nietzsche est l'un des rares auteurs à oser dire, le pouvoir n'est pas seulement la force brute. Le pouvoir est aussi la moralité, le langage, l'affect, la pitié. Et c'est effrayant, parce que cela nous met, nous aussi, sous soupçon. Ici, Bloom revient comme un guide indirect, lire, c'est aussi être lu. Il y a des livres qui nous lisent avec une cruauté qui n'est pas du sadisme, c'est de la précision.
Nietzsche lit le lecteur, il flaire, chez le lecteur, les petites stratégies de survie morale. Mais Nietzsche n'écrit pas seulement pour démasquer. Il écrit pour parier sur une possibilité humaine, la possibilité d'une éthique qui ne soit pas ressentie. Une éthique qui ne dépende pas de punir l'autre pour se sentir pur. Une éthique qui ne tienne pas debout sur la négation de la vie. Et, ici, un thème revient sans cesse, la critique d'une spiritualité qui déteste le corps, la critique de l'ascétisme comme manière de se venger de la vie. Quand Nietzsche critique le prêtre, il ne critique pas seulement une institution religieuse. Il critique un type psychologique, celui qui transforme la souffrance en pouvoir sur les autres. Celui qui administre la culpabilité comme un capital. Celui qui a besoin de pécheurs pour exister. Cela peut exister dans n'importe quelle idéologie, dans n'importe quel groupe, à n'importe quelle époque. C'est une structure, la structure du « gardien de la pureté ». Et le gardien de la pureté est rarement pur, il est, très souvent, un ressentiment qui a du talent. Dans le monde contemporain, ce type n'a pas disparu. Il a simplement changé de vocabulaire. Et c'est une actualisation discrète qu'on peut se permettre, sans réduire Nietzsche à un commentateur d'Internet. La logique est la même, transformer la condamnation en plaisir, transformer l'accusation en identité, transformer le tribunal en refuge émotionnel. Nietzsche, pourtant, ne nous ordonne pas « soyez forts » au sens vulgaire. Il nous invite à quelque chose de plus rare, supporter la complexité. Supporter que l'humain ne rentre pas dans des dichotomies faciles. Supporter que la vertu puisse naître d'impulsions impures. Supporter que la méchanceté puisse naître d'un désir de justice blessé. Supporter que la vérité puisse être une forme de cruauté, et que le mensonge puisse être une manière de survivre. Cela rejoint Camus, la lucidité n'efface pas la nécessité de vivre, elle nous empêche seulement de vivre avec des excuses trop faciles. Et cette lucidité a un coût, elle peut nous rendre plus solitaires, plus responsables, plus attentifs à notre propre auto-illusion. Il y a un endroit du livre où Nietzsche traite de la psychologie, des philosophes et des moralistes. En ce sens, c'est un écrivain qui inaugure une tradition, celle de se méfier des idées comme de symptômes. Il demande, quel type de corps produit cette idée? Quel type de tempérament a besoin de cette morale? C'est la question qui, dans la vie quotidienne, peut vous empêcher d'être capturé par des discours grandioses. Parce que la vie adulte est pleine de discours grandioses. Et ils séduisent surtout quand nous sommes faibles. Quand nous sommes fatigués, nous préférons une explication totale. Nous préférons un ennemi clair. Nous préférons un récit qui nous absout. Nietzsche tente de retirer ce confort. Mais une lecture profonde ne peut pas s'arrêter au démasquage. Si elle s'arrête là, elle devient amertume. Et Nietzsche, malgré sa dureté, fait un pari, le pari d'une vie qui s'affirme. Qu'est-ce qu'affirmer signifie? Cela ne veut pas dire oui à tout. Cela ne veut pas dire accepter l'injustice. Cela ne veut pas dire abandonner l'éthique. Cela signifie quelque chose de plus subtil, ne pas construire son identité sur la négation de ce que l'on craint en soi. Cela signifie ne pas faire de la culpabilité une demeure. Cela signifie ne pas faire du ressentiment une vocation. Ici, Fromm revient avec une autre clé, la différence entre une éthique de elle, avoir, et une éthique de elle, être. La morale ressentie est, très souvent, une morale de l'avoir, avoir raison, avoir la supériorité, avoir la pureté, avoir l'approbation. L'éthique affirmatrice se rapproche davantage de l'être, être capable de soutenir des contradictions, être capable de créer, être capable d'assumer des coups, être capable de ne pas dépendre de l'humiliation d'autrui pour exister. Nietzsche parle beaucoup de hiérarchie et cela effraie. Mais, avant de penser à la hiérarchie sociale, il est plus fécond de penser à une hiérarchie intérieure. Quelle force, en vous, gouverne? Est-ce la peur qui gouverne? La vanité? Le ressentiment? Le besoin d'approbation? Ou bien y a-t-il en vous quelque chose qui sache ordonner, choisir, se discipliner sans haine? Voilà la lecture formatrice, au-delà du bien et du mal, comme un manuel d'autoconnaissance sans sentimentalisme. Il ne vous donne pas de consolation, mais il vous donne une carte des forces. Et une carte, parfois, c'est tout ce qu'un adulte peut désirer, non pas un salut, mais une orientation lucide. Si je devais choisir un axe moral du livre « Et c'est dangereux »,
parce que Nietzsche déteste les axes moraux, je dirais ceci, il combat la moralité qui naît de la faiblesse déguisée en vertu. Et cela ne signifie pas qu'il glorifie la force brute. Il glorifie, au mieux, la capacité à devenir responsable de soi, la capacité à ne pas avoir besoin de coupable pour expliquer sa propre vie. Alors, qu'est-ce que cela révèle au lecteur adulte? D'abord, cela révèle que certaines décisions sont irréversibles et que la morale sert souvent à maquiller les regrets. Quand vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous cherchez une justification qui transforme votre perte en mérite. C'est humain. Nietzsche ne condamne pas l'humain d'être humain, il veut seulement que vous voyiez. Ensuite, cela révèle que mûrir, c'est perdre certaines certitudes, et que beaucoup préfèrent échanger la maturité contre la rigidité. La rigidité morale peut être une façon de ne pas souffrir. Mais elle peut aussi être une façon de durcir l'âme. Nietzsche nous rappelle que, très souvent, un « bien » rigide est une forme de peur. Enfin, cela révèle que la liberté a des limites. Et la limite la plus terrible est celle-ci, vous pouvez choisir, mais vous ne pouvez pas choisir les conséquences. Vous pouvez décider, mais vous ne pouvez pas éviter le prix. Et, quand le prix arrive, vous pouvez tenter de transformer ce prix en moralité. Vous pouvez dire, j'ai fait ce qu'il fallait, donc je mérite. Et la vie, presque toujours, ne répond pas à ce type de mérite. Nietzsche est dur avec l'idée que le monde nous doit quelque chose parce que nous avons été bons. Et, en cela, il rejoint une lucidité tragique, la vie n'est pas un tribunal. La vie est tension. Et la maturité, c'est apprendre à vivre sans tribunal ou, du moins, sans le tribunal infantile. Mais le livre continue d'agir sur le lecteur avec le temps, d'une manière qui n'est pas visible le jour même de la lecture. Il vous rend plus attentif au ton moral avec lequel vous parlez. Il vous rend plus méfiant envers le plaisir de condamner. Il vous rend moins passionné par des « causes » qui servent d'identité toute faite. Il vous rend plus solitaire à certains moments, parce que vous cessez de répéter des phrases qui garantissent l'appartenance. Et c'est rude. Parce qu'appartenir est un besoin. Nietzsche semble l'ignorer parfois ou bien, peut-être, il le sait et refuse simplement de céder. Et c'est là que le lecteur adulte doit trouver un équilibre, lire Nietzsche sans devenir un « Nietzschéen ». Lire Nietzsche comme on traverse un désert et comme on revient avec moins d'illusions, mais pas avec moins d'humanité. Il y a un point où la lecture de Nietzsche peut devenir dangereuse pour celui qui est déjà blessé, la tentation d'utiliser le livre comme une arme contre les autres. Moi, je vois tes masques. Moi, je flaire ton ressentiment. C'est une caricature. Nietzsche, lu ainsi, devient un instrument de vanité. Et alors le lecteur devient exactement le type que Nietzsche dénoncerait, quelqu'un qui transforme la lucidité en supériorité. C'est pourquoi la lecture doit rester silencieuse et tournée vers l'intérieur. La question n'est pas « qui est le troupeau ?». La question est « où est-ce que, moi, je suis troupeau ? Où est-ce que j'échange la vérité contre l'appartenance ? Où est-ce que je préfère l'approbation à l'honnêteté ? Où est-ce que je transforme la peur en vertu ? Et ici, si je fais d'entrer Louise Felipe Pondé seulement comme une ombre, comme une actualisation discrète, il existe aujourd'hui une forme de moralisme qui ne se reconnaît pas comme moralisme. Elle s'appelle « conscience ». Et elle peut être, très souvent, une manière élégante de dire « je suis meilleur ». Nietzsche nous aide à nous en soupçonner, non pas pour devenir cyniques, mais pour ne pas devenir des imposteurs. Et je reviens maintenant à la question initiale, celle qui, au début, semblait simple, combien de vos convictions sont des convictions, et combien sont des symptômes ? La relecture de « Au-delà du bien et du mal » ne répond pas de façon confortable. Elle n'offre pas une conclusion définitive. Elle vous rend simplement plus attentif. Et peut-être que la maturité, c'est cela, ne pas vivre de réponse, mais vivre d'attention. Nietzsche ne vous donne pas la paix. Il vous donne une forme de veille. Vous commencez à remarquer quand vous vous mentez à vous-même. Vous commencez à remarquer quand vous utilisez le bien pour punir. Vous commencez à remarquer quand vous appelez « principe » ce qui n'est que peur. Et si vous remarquez cela, la vie ne s'améliore pas automatiquement, mais elle devient moins fausse. Et c'est pour cela que je reviens à ce livre. Pas parce qu'il me sauve, mais parce qu'il m'empêche de me consoler trop facilement. Et c'est toujours ainsi, le livre n'a pas changé, c'est vous qui avez changé. Et,
Quand vous y revenez avec d'autres yeux, vous y trouvez d'autres leçons. Dans la prochaine vidéo, je veux continuer sur cette ligne de lucidité littéraire et existentielle, parce qu'il existe des œuvres qui nous obligent à mûrir, sans nous offrir d'anesthésie. Si ce type de lecture vous accompagne, mettez un « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne, cela aide ce travail à continuer, et cela permet au prochain script d'arriver jusqu'à vous plus régulièrement.